Pendant toute la semaine, c'est Elodie du restaurant Au Caveau à Brûlé qui cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. On va réaliser un blinis façon taco avec une farce brousse et blettes. Donc là, Elodie, tu coupes les blettes? Oui, tout à fait. Je sépare du coup les côtes des feuilles. On va exploiter les deux parties du produit. D'accord. Sur la partie des côtes, on va réaliser des côtes en pickles qu'on associera avec un sirop de berce qu'on a été cueillir avec mon mari la semaine dernière et transformer en sirop. Et pour les feuilles, on va utiliser celle-ci pour la pâte du tacos. Je vais couvrir avec de l'eau pour générer un jus. C'est un jus qu'on va utiliser pour remplacer le lait. Notre tacos, il va être fait comme une sorte de pancakes. Et ainsi, ceux qui ont des problèmes, des régimes spéciaux et qui ne souhaitent pas consommer là, on va enlever le lactose. Et on va pouvoir travailler on va de cette façon-là. utiliser le jus. Et ce qui est top, c'est que ça va avoir ce goût de blette, en fait. Oui, tout à fait. De blette vert à cru. Donc là, ça va être intéressant pour nous. Donc, hop. Installation du blender. Et là, on mixe. Hop. Et ben voilà, c'est bon. Et donc là, hop, tu passes. Et ben voilà, notre jus est prêt. Alors, donc pour la pâte à tacos, pancake, je sais pas comment tu dis. Donc tu mets ta farine. Exactement, on va commencer avec un petit peu de farine. Hop. Et ensuite, donc tu casses tes œufs. Je vais partir sur 2 à peu près par rapport à ce qu'on a en quantité de liquide. Oui, à l'œil, comme ça, tu as l'impression que 2 œufs, ça devrait suffire. Exactement. Petite pointe de fleur de sel. Est-ce que tu veux que je fasse couler le jus au fur et à mesure? Exactement. J'allais te demander un petit coup de main. Là, on va être dans une couleur très automnale. C'est top, j'adore. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette couleur d'automne? La couleur, elle est top. J'ai hâte de... Enfin, franchement, c'est trop bon. En fait, c'est malin parce que tu utilises déjà un légume qui va parfumer la pâte. Et en plus de ça, ça va la colorer, quoi. Je vais enlever les derniers grumeaux. Que ton pancake soit parfaitement lisse. T'as tout saisi. Donc là, un peu de levure, du coup, on part sur quelque chose qu'on veut un petit peu aérien. Oui, c'est ce que j'allais dire. En général, le pancake, ça fait un peu... Il y a des petits trous, c'est aéré. Donc levure. Hop, et un peu de beurre fondu. D'accord. Alors par contre, tout est fait au pif. Oui, j'ai vraiment une fonction de l'instinct de la cuisinière, c'est ça? Tout à fait. Au niveau du ressenti et de l'appareil dans le fouet, pour moi, elle me semble tout à fait bien. On va pouvoir partir en cuisson. Tu fais, voilà, on est sur des petits gabarits. De toute façon, là, on est sur un format un peu amuse-bouche, c'est le principe. Exactement. L'idée étant d'avoir une petite bouchée qu'on va déguster en 3-4 coups de croc, quelque chose comme ça. Oui. Donc là, on le voit. En gros, à quel moment tu sais que tu retournes? C'est quand c'est troué, quoi. C'est ça le principe. Exactement. Ça fait des petits trous. Ah, super. On a quelque chose d'intéressant qui, du coup, va pouvoir être garni juste après. Moi, ce que j'aime en fait avec ce produit-là, c'est qu'on peut le garder un petit peu souple à l'intérieur. Donc maintenant, c'est bon, c'est cuit. Et on va s'occuper donc de la farce, on va dire ça comme ça, pour pouvoir les garnir. Exactement. Donc là, tu prends de la brousse de vache, d'un petit fromager avec lequel on travaille sur la fromagerie de la Seille. Et on va lui donner un peu de peps et de vivacité avec du coup une petite pointe de sel. Je vais lui ajouter une poudre de fleurs qu'on a récoltée sur l'été. Dedans, il y a de la monarde, de la reine des prés, de l'agastache. Ça va donner une petite pointe un peu anisée à tout ça. J'ai mis aussi une petite pincée de bleuet. Et enfin, on l'a sorti avec notre vinaigre de berce, de fleurs de berce sauvage. Je peux te faire sentir si tu le souhaites. D'accord, mais en fait la berce, donc c'est quoi? C'est une fleur? Parce que du coup, tu l'as utilisé, le sirop de berce, tu me disais, pour faire tes pickles. Mes pickles, exactement. Et là, tu réutilises, donc c'est une fleur la berce? En fait, c'est une plante, tout à fait, qui va faire une fleur. Elle est grande, elle est en bordure de chemin. Elle a une tige un petit peu comme celle du fenouil, si on peut dire, comme les
les branches de fenouil. Et dans cette optique-là, il y a toujours une plante, une herbe, un côté sauvage dans ma cuisine que j'aime à mettre en avant. Donc là, sur la partie vinaigre, et on va ajouter... Et que ça soit et le sirop et le vinaigre, en fait, donc tu prends cette plante et tu la laisses infuser. À froid, tout à fait. Alors, sur le sirop, hein, ça va développer d'autres notes que si on le fait chauffer dans le sucre indirectement. Et puis pour le vinaigre aussi. Et après, on filtre tout ça et on laisse en stand-by pour pouvoir le réutiliser là tout l'hiver. Donc là, tu as coupé tes petits pickles. Ah oui. De blettes. Ils sont bien fondants du coup. Et donc là, c'est bon, on a fini? Oui. On va prendre du coup nos petits pancakes. Et donc, hop, tu les refermes. Hop, et puis donc, on soit avec le cure-dent ou avec autre chose, mais l'idée c'est de de le tenir maintenu. Du coup, hop. Et ben voilà, on n'a plus qu'à goûter. Exactement. C'est top. C'est top parce que déjà, tu as le côté très gourmand du pancake. Qui fait vraiment voilà, le côté, je dirais, un peu gâteau gourmand. Ça matche très très bien l'ensemble pickles et le fromage, quoi. Le côté lactique est très agréable et du coup, c'est très frais en mise en bouche. Ah, c'est top. Et ce qui est bien, ça sort de l'ordinaire. Génial, alors. Non, c'est top. Première mise en bouche, bien. On fait quoi ensuite, Elodie? On va partir sur une raviole de betterave avec de la truite fumée de Xertini et de la bourrache de mon jardin. Donc là, on va réaliser notre farce. Oui, tout à fait. Qui va aller dans la raviole. Alors du coup, j'ai fait cuire de la betterave. On ne jette surtout pas l'eau, elle va être utile pour la cuisson. L'idée, ça va être du coup, hop, de balancer notre betterave avec une petite pointe d'assaisonnement. D'accord. J'ai sélectionné filet de truite de la pisciculture de Xertini du frais baril en truite fumée. Mais bon, on peut utiliser du saumon fumé, on peut utiliser le poisson qui nous fait envie. Et moi, j'y appose du coup des feuilles de bourrache. D'accord. L'avantage des feuilles de bourrache, c'est que c'est un côté très iodé. Donc je vais un petit peu les arracher, si je puis dire, avant de les incorporer, pour permettre une meilleure incorporation à l'intérieur, hop, de mon robot. Donc là, c'est bon. Ensuite, tu assaisonnes ou pas? Je vais mettre une petite pointe d'assaisonnement, mais légère, parce qu'on a toujours un petit goût un peu salé avec ces produits fumés. Et ensuite, donc, tu vas mixer le tout. Voilà. Hop. Tu mixes. On peut garder quelques bouts et avoir de la mâche à l'intérieur. De la mâche, quand même. Moi, ce que j'aime, c'est avoir quelque chose avec des petits morceaux quand même. Ça donne soit assez fin, quoi. Voilà. Ça donne un peu de relief à la dégustation. Je vais regarder. Donc, tu vérifies. Donc là, c'est bon, t'as ce que tu veux? Oui, là, je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau de l'aspect. Ça me semble bien, c'est super. On est parti. Donc là, t'as quoi dans ta casserole? Alors là, du coup, j'ai récupéré le jus de cuisson de betterave, auquel je suis venue ajouter un petit peu de maltodextrin. Donc un gélifiant. Exactement. Il est possible de mettre de l'agar-agar, de la gélatine, celle qu'on préfère, en fait, tout simplement, pour réaliser le même résultat en quantité adéquate. Et à l'issue... Donc là, c'est bon. Donc la gélatine est bien mélangée. Bien mélangée, bien incorporée. Donc là, tu vas couler. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre de faire la base de la raviole, c'est ça? Voilà, là, on est en train de créer notre pâte à ravioles ensemble. L'idée est d'avoir un joli miroir de betterave, du coup, et d'utiliser la globalité de notre travail d'infusion de betterave, de peau de betterave. Oui, ce qui est bien, c'est que finalement, tu utilises tout le produit, toute la betterave. Donc là, on va attendre que ça fige et après, on va l'emporte-piécer, exactement. Donc là, c'est bon, ça a figé, donc on va l'emporte-piécer. Oui, tout à fait. Alors, pour faire notre pâte à ravioles. Voilà, donc hop, d'obtenir du coup de jolies ravioles. Alors l'idée, c'est de toujours
réfléchir au fait qu'on va avoir une farce qui va prendre un peu de hauteur. Donc moi je fais 2 tailles différentes, une base et une au-dessus. Oui, tu vas recouvrir en fait. Exactement, pour avoir une belle jointure à l'issue. Alors du coup là, hop, on attrape notre voile délicatement et on vient le poser dans notre assiette. C'est trop beau. Hein. Ah, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est toujours très élégant et... Donc là tu mets ensuite ta farce. Oui. Dessus. En cœur. On peut prendre aussi un emporte-pièce pour bien la mettre au milieu et qu'elle ne déborde pas. On l'a vu qu'on s'est assuré avec un cercle qui va recouvrir un peu plus épais. Normalement, ça ne devrait pas déborder et pas ressortir. Donc tu mets hop, mon ta deuxième voile. Si on est aussi psychorigide que moi, on essaie d'aligner le mieux possible. Je reprends un petit emporte-pièce. Ah oui, t'essayes pour vraiment bien la mouler, hein, ouais. comme les pâtes. Hein. Ouais. On va finir. Bah, avec la petite fleur de bourrache, puisqu'on a utilisé de la bourrache. Et j'avais, pour finaliser notre assiette, préalablement, hop, un petit peu travaillé. Donc d'un feuille à feuille de betterave. Donc j'ai réalisé un embeurré de betterave en faisant tout simplement des lamelles à la mandoline chinoise. Comme ça, tu as un chaud-froid de betterave en fait. Voilà, on y a intercalé quelques feuilles de bourrache à l'intérieur et ça a été donc embeurré et on a mis une petite pointe de vin de rhubarbe avec. Je te propose la dégustation assortie d'une crème et d'une huile de bourrache qui a réduit au four. Ça, c'est une poudre de peau de betterave torréfiée au four avec cette sauce un peu perlée. On n'a plus qu'à déguster. Eh ben super, on va goûter. Ce que j'aime bien, c'est que ça ressemble à un petit bijou. Le mariage en fait entre le côté iodé et le côté terreux de la betterave. Ouais, ça marche super bien. J'ai un terre-mère du coup sans viande apportée dans ce plat-là et c'est ce que j'aime beaucoup avec cette association. La bourrache nous donne encore plus le côté iodé et marin. C'est dingue d'ailleurs, c'est vrai que c'est hyper prononcé. Hein. Je ne m'attendais pas à que ça soit aussi soutenu en fait en côté iodé. Et tu vois, la betterave est un bon support doux à ce plat. Non, c'est vraiment top. Et puis ce qui est sympa, c'est de le retrouver en froid et le chaud et froid, tu vois, avec ton petit pressé façon un peu gratin comme ça, dauphinois sur le côté. Ouais. Non, c'est top. On fait quoi ensuite? Alors ensuite, on va partir sur un plat qui met en avant le chou. Le chou et les premières pommes de mon verger. Donc là, tu coupes un chou chinois. Oui. Pour en faire une tombée de chou et venir démarrer notre assiette avec cet ingrédient-là. Donc on va faire une petite tombée de chou embeurrée à laquelle on va rajouter donc une poudre de fleurs d'aquilée millefeuille et une poudre de citron noir. À digérer. Donc là, tu fais fondre ton beurre et tu vas mettre ton chou chinois dedans. Et donc le principe de ta recette là, c'est vraiment de travailler des choux différents, avec des textures différentes, avec des températures différentes. Des températures différentes, des degrés de cuisson différentes et de torréfaction différentes. On va apporter un côté frais, mais en même temps torréfié. On va un peu déstabiliser le palais sur le chou. J'ai fait un sel infusé au bourgeon de sapin un peu agrumeux. Ça va être très intéressant là dans ce plat-là. Puis ça va venir en redondance avec la poudre de citron noir qu'on va venir mettre par la suite. D'accord. On va pas trop la cuire, hein. L'idée c'est vraiment Tu veux quand même qu'on garde un tout petit peu de croquant, quoi. Ah voilà, exactement. D'accord, donc ça c'est bon la tombée de chou. Oui. Alors, donc là pour ta pâte à tempura, parce que on parlait de trouver du chou de manière différente, on aura également un beignet. Oui, tout à fait. Je vais réaliser un beignet du coup farine de riz. Avec quel chou alors? Avec chou kale sur les feuilles. Ce chou-là. Oui, on va venir du coup. Si tu veux, toi, il y a un couteau qui est prêt. Ouais. Tu peux éventuellement couper des petites extrémités qu'on va venir après gentiment. C'est parti, eau pétillante. Ah, j'ai pris du coup. Donc eau pétillante. Voilà. Et hop. Alors c'est vrai que moi le chou cal, c'est un chou que j'aime bien parce qu'en plus il est en termes de nutriments, etc. Il est super bon pour la santé, mais je sais jamais comment le travailler, tu vois.
Là, tu vois, là, moi, je vais l'utiliser en deux façons, là, dans notre plat. Donc, sur les tempura. Et puis, on va réaliser une sauce. Hein, donc, pour ce faire, j'ai fait un jus à froid, du coup, de chou kale. Ah, super. Et on va l'utiliser comme sauce. Voilà, tout à fait. On va l'embeurrer et la faire réduire. Tu mets donc tes feuilles dedans et on va les passer en cuisson. Oui. Et là, l'idée, c'est d'apporter du croustillant à tout ce qu'on est en train de faire, aux différents étages qu'on va monter là pour notre plat. Ouais, puis ce qui est bien, c'est que dans cette recette-là, on va avoir du volume. Oui, tout à fait. Fais attention à toi, Valentine. Quand même, on ne sait jamais. Alors, je reste toujours en dessous de 150 degrés. Hein, quand je fais mes tempura. L'idée, c'est de garder en fait cette opportunité de faire les beignets au préalable et qu'ils restent croustillants. Au-dessus de 150 degrés, par contre, on peut avoir tendance à ce que les feuilles se ramollissent. D'accord. Donc, ça va nous figer notre appareil et du coup, on pourra avoir le rendu qu'on souhaite à l'issue. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une légère coloration. Et tout de suite, j'imagine, tu vas mettre du sel dessus. Une petite pointe de sel, effectivement, hein, puisqu'on était parti uniquement sur de la farine de riz. Et puis du coup, je vais apposer une petite fleur d'aquilé millefeuille dessus. D'accord, donc c'est ta poudre de fleurs. Exactement. En fait, hein. Donc là, tu fais ton assaisonnement. Je trouve que c'est plus sympa et beaucoup plus joli qu'un coup de moulin à poivre, non? C'est vrai. Donc tu mets ta petite embeurrée de chou. Oui. Donc ça, ce sont des pickles que j'ai réalisés. Donc infusés avec de la menthe bergamote de mon jardin. Hein, je veux toujours avoir pas mal de côté agrumeux pour pas tomber dans l'hiver et la potée de chou Lorraine. Hein. Là-dessus, je viens ajouter donc ce fameux siphon chou rouge pomme. Hein, oui, avec une pointe de lard aussi que je suis venue mettre crémé à l'intérieur pour donner de la gourmandise à tout ça. Hop. Et là-dessus, on va ajouter donc notre croustillance par l'apport donc des tempura qu'on a réalisés ensemble tout à l'heure. Pour finir. Là, tu rajoutes donc ta petite sauce. Donc, sauce jus chou kale. D'accord. J'ai laissé toute la chlorophylle dans le bas. Hein. J'ai utilisé que le haut de mon jus. Une petite pointe de beurre et des fleurs d'aquilé millefeuille dont je te parlais tout à l'heure. Qui sont venues revenir dans notre plat. Hop. On y va, on goûte? Oui, avec grand plaisir. L'idée, c'est de prendre un petit peu de tout, j'imagine. On a le chou vraiment dans tous ses aspects. Ça se marie très bien. Et souvent, on imagine que le légume n'est pas gourmand. Mais tu as cette faculté de le rendre gourmand. Alors là, avec le petit siphon, avec le tempura, le petit côté croustillant. Donc, et puis la petite sauce qui fonctionne très bien. C'est très bon. Donc vraiment, c'est encore une belle recette, Élodie. Merci, Valentine. On fait quoi ensuite? On va partir sur un plat de champignons à base de bouillon des pierres des bois. Donc, je vais te faire découvrir une des plantes qu'on a eues en cueillette juste au-dessus de chez nous. Et on va travailler avec de la pleurote citron d'une champignonnière de Nancy. Donc là, tu as coupé ton radis. Oui, c'est ça. Un magnifique petit radis donc, coupé avec la mandoline. Oui. Je vais le garder cru dans notre bouillon. L'idée, ça va être d'apporter de la texture par ces lamelles crues. D'accord. Et de valoriser donc notre pleurote jaune. Oui, nos pleurotes jaunes citron. Hop, de Nancy. Alors, je vais gentiment les éplucher. L'idée, c'est que de garder des beaux bouquets dans l'assiette, puisque toute cette partie aussi est comestible. On va venir, en fait, lui donner un peu d'amour, un peu de goût, avec une huile que j'ai réalisée façon pesto, avec du plantain. D'accord. Sur la première réflexion, c'est de mettre un côté vert. Ensuite, j'y appose un vinaigre de pleurote citron. J'ai fait infuser mes petites pleurotes dedans là depuis une petite semaine. Je lui ajoute donc une huile de fleurs de tagette solarisée sur le processus donc des 21 jours. Là, je te montre pour un, mais bien sûr, je vais baigner les autres après à l'intérieur. On va mettre cette fameuse fleur que je viens de t'expliquer, que je viens de te proposer en huile. En cru aussi. D'accord. Donc on la remet là. Voilà. Là, je vais mettre un peu de sel ajouté à ma poudre de citron noir, puisqu'on a quelques agrumes de vent qui n'arrivent jamais à maturité. Et du coup, on utilise quand même ces petites notes. Et pour la partie champignons, là, du coup, j'ai tout simplement plus qu'à mettre un côté un peu croquant avec quelques graines de pavot, de récolter de mon jardin. Voilà. Je les laisse sur le côté.
J'ai fait du coin confit, donc des petites boules de coin confit avec une cuillère parisienne. Et j'ai proposé justement une petite gourmandise à toute cette vivacité agrumeuse qu'on va pouvoir trouver dans les champignons. D'accord. Donc là, on a tout et on va passer quoi au bouillon? On va passer au bouillon, effectivement. Le bouillon, pour notre travail, il a été fait de deux choses. De coin et des pierres des bois. Les pierres des bois, je t'en ai proposé un spécimen pour que tu puisses voir. Là, il arrive en graines. Pour faire de l'eau de coin, on utilise le coin, donc la peau, le cœur, les petites parties que moi, j'ai pas utilisées. En fait, qui sont pas terribles. De en gros, déchets, les parures, voilà. quoi, on va dire. Et on les fait infuser à froid pendant 48 heures. Dans laquelle on va venir infuser les pierres des bois. Et ça donne donc un bouillon. Là, je suis partie sur un volume de 3 litres que j'ai fait réduire à ça. Pour commencer notre dressage, on va simplement venir mettre en pièce principale, hop, que je te montre et que j'avais travaillé au préalable, une pleurote de pénicaud, du coup, que je te propose frit. Oui, donc que tu as quadrillé pour bien, finalement, que la matière grasse pénètre dans le champignon. Et autre chose, puisqu'après on va la laquer d'un sirop, j'ai réalisé un sirop avec une réduction de vin nature du domaine de Claude Vosgien. Je ne sais pas si c'est un champignon que tu as déjà goûté. Non, comme ça, non, j'ai jamais... Là, à mon avis, on devrait avoir la cuisson recherchée sur la première phase. On va pouvoir les sortir. Donc là, c'est bon, on les sort. L'idée, c'est de les faire cuire à l'unilatéral. On va continuer la cuisson dans notre bouillon qu'on va servir du coup très chaud. Et donc, juste après, là, tu vas le laquer. Oui. Hop, avec notre sirop de vin. Là, ça lui donne une gourmandise et là, une profondeur différente. Et avec ce travail, je suis quasiment sûre que je suis la seule à proposer cette assiette. Donc là, après, hop, tu mets donc ton champignon au centre. Oui. Tu rajoutes tes petites lamelles de radis. Oui, de part et d'autre. Petite boule de coin. Donc, confite. Hop. Ça fait un peu de dessert, tu sais. Oui, exactement. C'est vrai. J'aime à jouer sur la tromperie visuelle, en restant bien sûr dans la cohérence des goûts et des associations recherchées. Et ensuite, donc, tu vas mettre son fameux bouillon. Et mon fameux bouillon des pierres des bois, réalisé à base de jus d'eau de coin. Ah, puis c'est bien, en plus ça permet en plus de maintenir la température. Ah bah top. Finir notre assiette, on va mettre quelques gouttes d'huile de tagette solarisée. Et notre plat est pour moi fini. Ah bah super. Bah on y va. Avec grand plaisir. Je prends quoi? Je prends un peu de tout. Ouais, bah j'essaye. À ta convenance. Je sais pas sur lequel tu vas tomber en premier. C'est hyper fin, c'est-à-dire que tu as vraiment le bon goût du champignon, mais de façon hyper atypique. C'est-à-dire que habituellement c'est soit en poêlé, etc. On le mange rarement semi-cru. Alors je dis semi-cru parce qu'il y a le petit bouillon qu'il a quand même mis en température et un peu chauffé. Le vinaigre aussi qui est un peu cuit. Mais franchement c'est top, j'aime beaucoup. Je trouve ça surprenant et très sympa et on redécouvre le champignon autrement. Super, donc parfait. Non, c'est vraiment, vraiment top quoi. Puis en plus tu as le bouillon qui est là pour t'hydrater, etc. Donc non, c'est vraiment bien. Merci. On fait quoi ensuite, Élodie? On va terminer avec le dessert? Ah oui, une partie de gourmandise. J'ai voulu travailler la courge en dessert en restant sur une recette américaine. J'ai voulu retravailler la tarte à la courge. Donc là, tu es en train d'émietter ta préparation de crumble. Hein. Oui, tout à fait. Recette classique du crumble. Oui, j'ai mis juste une petite farine de noisettes. D'accord. Et tu mets noisettes et petits marrons, ça va bien s'associer en plus. Donc là, tu frites un petit peu. L'idée, c'est d'apporter du croustillant à notre préparation. Toute douce et automnale. Voilà, exactement. Donc là, c'est bon, on l'enfourne? Oui. Combien de temps? Donc 180? Oui, 180, je pense, un quart d'heure. Ça dépend de la coloration qu'on veut. Moi, j'aime bien la pousser pour donner un côté bien torréfié, bien praliné, si je puis dire, avec la noisette de cet appareil. Et donc, pendant ce temps, on va réaliser notre appareil à base de courge. Je suis partie sur 400 grammes de chair de courge. Hop. Donc là, j'y ajoute tout simplement de la crème. On est parti sur 10 centilitres de crème qu'on va
mettre avec 2 œufs et 2 jaunes. D'accord. 2 œufs entiers et 2 jaunes. Oui, c'est à peu près l'appareil d'un flan en fait qu'on est en train de faire, tout simplement. J'ai 70 grammes de sucre pour cet appareil-là et une petite pincée de sel. Donc tu ajoutes le fameux whisky. Une petite pointe de whisky là-dessus et on en aura un soupçon aussi dans notre caramel qui va venir recouvrir notre tarte après. C'est parti. Donc là tu mixes l'ensemble. Voilà. On va avoir quelque chose d'homogène. Alors du coup, j'ai pris ce moule en silicone, ça va nous permettre de venir déposer notre appareil pour la mise en cuisson de celui-ci. Donc là on l'enfourne à combien? Toujours 180? Oui, on va partir combien sur de temps? 180 degrés. Je pense que pour un appareil aussi gros que ça, on devrait avoir une cuisson au moins d'une trentaine de minutes. D'accord. Donc là on part pour 30-40 minutes. Pendant que ça cuit, on va réaliser notre caramel. Oui, sur un caramel à sec, je vais lui mettre un petit peu de sel. L'idée, ça va être d'apporter une petite amertume avec ce caramel-là, du coup, dans notre dessert. Donc là, on est pas mal, hein, tu le dis. Oui, on commence à avoir une belle coloration, là, du coup. Et là, on va être pas trop mal. Et donc là... Pour décuire avec le whisky. Donc on en met voilà, une petite goutte. L'idée, c'est d'avoir effectivement... un beau flambé. Ouais. Et du coup, ce petite note qui va revenir. Je vais venir ajouter une pointe de beurre par la suite quand on aura fini de décuire notre caramel. Hop, il a un peu coupé le feu et je vais chercher le beurre. Et donc tu rajoutes la petite touche de beurre en fin de cuisson, ça va fondre et là on aura notre caramel qui sera prêt. Exactement. Oui, donc là on a quasiment tout qui est terminé, hein. Le crumble est en cuisson, l'appareil également, le caramel c'est bon. Donc là, on va l'emporte-piécer. Hop. Donc là, c'est la phase, je dirais, un peu plus... Quoique non, ça vient... Non, c'est un appareil qui est bien pris, du coup, qu'on ne va pas avoir trop de mal à transvaser et puis à lui donner la forme qu'on souhaite dans l'assiette. Hop, on va en prendre un deuxième palais. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de gourmand. Hop, en dégustation. Donc et tu vas ensuite, mettre notre assemblage avec le crumble. Voilà, pour démarrer. Là, c'est vraiment au feeling. Et le but étant surtout de poser cette pointe de gourmandise et de torréfaction. Ça, quelques petites noisettes qu'on aura torréfiées. Ça nous redonnera de la mâche. Oui. Pour cette même mâche croustillante et croquante, on va amener des graines de courge torréfiées à l'huile de courge et un petit peu salées. J'aime bien redonner du sel aussi dans mes desserts. Je te propose du coup de déguster avec un condiment que j'ai réalisé à base de courge et d'un sirop de fleurs de sureau légèrement fermenté. J'avais mis en période de récolte des baies de sureau à confire, tu sais, un étage de baies de sucre dans un bocal de conserve et voilà, et après elle se confiture toute seule. Le résultat en fait de fleurs de sureau qui ont été emprisonnées dans du sucre. Quand on fait nos sirops, on vient utiliser les fleurs imbibées de sirop asséchées au four et après elles deviennent toutes croustillantes. C'est vraiment enrobé d'amour et de tendresse. Avec la déco, moi ce que je voulais, c'était un dessert avec des feuilles d'automne qui tombent, donc des feuilles tuiles à cigarette, feuilles d'ortie également, que je vous propose simplement passer dans un sirop et sécher au four à très basse température. Il ne faut pas trop les cuire, qu'on les garde bien vertes, du coup. Et un jus d'ortie à froid, avec une pointe de lécithine de soja. Pour avoir une belle écume. Et là, on n'a plus qu'à déguster. Eh ben, super, on va goûter. On y va, on goûte? Avec grand plaisir. C'est top. Un peu fière. C'est vrai que c'est trop bon, franchement. En fait, ce qui est sympa, c'est que la courge, déjà, c'est pas trop sucré. C'est parfait, l'appareil que tu as réalisé. Merci. Et le fait d'apporter du croustillant avec le crumble, les graines de courge, la noisette, en fait, ça reste vraiment très cohérent. Tout est cohérent, ça fonctionne très bien. Et tu as quand même
cette philosophie-là vraiment du dessert où tu te régales et où c'est gourmand, quoi. Merci. Donc, non, j'aime aller chercher à gauche, à droite les petites choses. Et en je trouve fonction ça de là où tu tapes, il n'y aura pas forcément la même goût. dégustation. Non, c'est top. Franchement, c'est super bon. Puis le petit caramel là, qui rajoute la petite touche sucrée. Alors le whisky, c'est tout en subtilité, bien évidemment, et c'est le but. Donc non, c'est bien. Bah, merci beaucoup, Élodie. Merci. On a passé un très très bon moment avec toi. Donc écoute, en général, on vient une fois par an te rendre visite, donc on reviendra. On va réfléchir déjà aux prochaines recettes alors. Avec grand plaisir, Valentine. Merci à toi.